je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous accueillir ce matin encore pour cette autre édition de notre émission au cours de laquelle nous allons nous dire les vraies affaires. Quand on regarde les chiffres, le nombre de personnes qui se font kidnapper au quotidien en Haïti, quand on constate l'inaction des forces policières et la passivité, c'est le cas de le dire, de ceux qui nous dirigent, il y aurait lieu de se demander, est-ce qu'on peut en venir à bout? Est-ce qu'on peut espérer un jour d'en venir à bout du problème d'insécurité en Haïti? Et pourtant, comme nous le verrons, c'est un problème qu'on peut facilement résoudre. Il suffit d'un peu de vision, il suffit de la volonté politique pour qu'on en vienne à bout de ce problème. Je suis de ceux qui croient que si tous les problèmes sont humains, eh bien, les solutions aussi sont dans la nature. Il suffit d'analyser le problème, il suffit d'en comprendre la nature pour proposer des solutions audacieuses. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas si audacieux que cela, puisque c'est des modèles qu'on trouve dans d'autres pays du monde qui ne font plus face à des problèmes d'insécurité, puisque l'État a décidé de résoudre le problème de façon audacieuse. Nous allons voir les opportunités que nous ratons, que nous continuons de rater. Il suffit d'avoir des dirigeants audacieux, des dirigeants visionnaires, des dirigeants qui font montre de volonté politique réelle pour que ce problème d'insécurité fasse désormais partie de notre passé. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure.
Avant la pause, on s'était promis de réfléchir à des solutions concrètes aux problèmes d'insécurité qui ravagent notre pays d'Haïti. Il ne suffit pas de dénoncer l'insécurité, il ne suffit pas de dénoncer les cas de kidnapping, il ne suffit pas de dénoncer la gangstérisation à toute fin pratique de notre pays. Il importe, dis-je, de réfléchir à des solutions. Il importe de proposer des options. Et c'est ce que nous allons faire, ce matin. Par des formations professionnelles, j'ai une formation en histoire, je voudrais considérer la question de l'insécurité d'un point de vue historique. Regardez avec vous dans un premier temps la première constitution d'Haïti, celle de 1805, la constitution impériale, qui reflète, si vous voulez, la vision du premier chef d'État de notre jeune république, la première république noire indépendante, n'est-ce pas, du monde. Et je constate que déjà, dans la constitution de 1805, la question de la sécurité se posait. Sauf que le dirigeant d'alors, ou nos dirigeants d'alors, n'enfonçaient pas la tête dans le sable telle une autruche. Ils envisageaient le problème de l'insécurité avec réalisme et ils proposaient une solution. Et vous verrez que pas moins de 3 articles dans la Constitution de 1805 sont presque exclusivement consacrés à la question de la sécurisation, on va le dire ainsi, des frontières haïtiennes. Et je vais donc vous lire ces articles-là, les commenter, avant donc de considérer la situation actuelle, avant de considérer l'insécurité actuelle. Article 15. L'Empire d'Haïti est un et indivisible. Son territoire est distribué en 6 divisions militaires. Vous notez que déjà dans notre pays, aujourd'hui, il y a des zones qui sont considérées comme des zones de non-droit, des zones qui sont considérées comme des zones impénétrables, même aux forces étatiques, c'est-à-dire aux forces policières et à notre embryon d'armée. C'est comme si l'empereur, dans sa vision, n'est-ce pas, du pays, anticipait déjà le problème en disant que l'Empire d'Haïti est un et indivisible. Cette idée qui consiste à dire que tel quartier n'est pas pénétrable, telle zone est une zone de non-droit parce qu'elle est aux mains des bandits, eh bien non, dans la vision même de l'empereur, c'est une notion qui n'a pas de sens, c'est un non-sens. L'Empire d'Haïti est un et indivisible, son territoire est divisé en 6 divisions militaires. L'empereur pensait à la question de la sécurité parce que c'est un soldat, pas vrai? C'est un homme qui a fait la guerre, n'est-ce pas, au moins de 1791 jusqu'en 1803. Et donc, il prend sur lui-même de diviser le territoire en 6 départements militaires. Il partage le territoire en 6 divisions militaires. Et il ajoute, chaque division militaire sera commandée par un général de division et chaque général de division répondra directement à l'empereur de sa gestion du territoire. Vous notez un souci réel de la part du premier chef d'État du pays, n'est-ce pas, pour la question de la sécurité, pour la question de la paix qui doit régner sur un territoire. Car il ne suffisait pas, dans l'esprit de l'empereur, de proclamer l'indépendance de ce pays à la face de l'univers, à la face du monde. Il importait de sécuriser, n'est-ce pas, le territoire. Il importait de fournir de la sécurité à la population. Il avait une vision de la sécurité. Le territoire sera divisé en 6 divisions. À la tête de chaque division, n'est-ce pas, se trouvait un général et chaque général de division répondait directement à l'empereur.
Donc il y avait, pour parler le langage des militaires, n'est-ce pas, une unité au niveau du commandement. Les ordres ne venaient pas de partout, les ordres partaient justement de l'empereur vers les généraux de division qui veillaient à l'exécution des ordres de l'empereur en matière de sécurité. La première constitution du pays, celle de 1805, avait des soucis beaucoup plus détaillés sur la sécurité. On voit ces détails-là dans les attributions du ministre de la Guerre et de la Marine. Vous notez qu'il y avait un ministre de la Marine parce que, n'est-ce pas, nous avons un certain nombre de kilomètres de côte, nous sommes entourés de mers, donc la question de la protection du territoire par les mers était une question importante. Donc, le ministre de la Guerre était en même temps le ministre de la Marine. Et regardons les fonctions, regardons les attributions du dit ministre de la Guerre et de la Marine. Les fonctions de ce ministre embrassent la levée, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le recrutement, l'organisation, n'est-ce pas, des forces armées, l'inspection, la surveillance, n'est-ce pas, du territoire, de nos côtes, de nos mers, la discipline au sein de l'armée. Du ministre de la Guerre et de la Marine relevait aussi la police et le mouvement des armées, tant de terre et de mer, le personnel et le matériel de l'artillerie et du génie, les fortifications, les forteresses, les poudres, les salpêtres, l'enregistrement des actes et arrêtés de l'empereur, leur renvoi aux armées et la surveillance de leur exécution. Vous notez que l'empereur avait une vision détaillée des fonctions du ministre de la Défense, du ministre de la Guerre et du ministre de la Marine. C'est le même qui cumulait, si vous voulez, ces deux portefeuilles. On devait s'occuper de la question du recrutement, on devait s'occuper, n'est-ce pas, de la question, si vous voulez, des armes et des munitions à fournir à ces armées, on devait s'occuper de la question de la discipline, de la question de l'inspection, parce que un territoire qui n'est pas protégé n'est pas un pays. Une nation, n'est-ce pas, dont la protection n'est pas la première priorité de son gouvernement, n'est pas une nation. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon livre, n'est-ce pas, dans l'extrait que je vous ai lu au début de l'émission, à bien des égards, Haïti n'est pas un pays gouverné. Article 28. Puisqu'à tout temps on pouvait être attaqué par la France, on pouvait être attaqué par les Anglais, on pouvait être attaqué par les Espagnols, l'article 28. Au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout. Voilà un état d'esprit que nous avons perdu. Cet état d'esprit qui consiste à dire que chaque citoyen de ce pays est au fait un soldat, en sorte qu'au premier coup de canon d'alarme, qui annonce une invasion, qui annonce l'arrivée d'une armée étrangère, on fait disparaître les villes pour que l'ennemi marche sur les cendres, n'est-ce pas, de nos infrastructures. La nation entière est debout, prête à défendre son territoire. Là, les amis, nous étions en 1805. Les attributions sont claires, l'unité de commandement est claire. Le portefeuille du ministre de la Guerre et de la Marine est précisé dans ses moindres détails. Voici ce qu'il nous faut comme armée, voici ce qu'il nous faut comme unité, voici comment le territoire sera divisé, voici de qui les divisions militaires vont relever. Et au cas où nous sommes véritablement attaqués, voici quelle doit être la réaction de chaque citoyen. C'est pas pour rien qu'en très peu de temps, le très court règne de Dessalines, comme on le sait, est assassiné en 1806, moins de 2 ans de règne, eh bien le pays était ceinturé littéralement par des forts, par des forteresses. Tout était prévu au cas où on était attaqué par des ennemis de l'extérieur. Ça s'appelle une vision, les amis.
Ça s'appelle le sens de la gouvernance, les amis. Ça s'appelle le sens politique, les amis. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les années passèrent, au fur et à mesure que les chefs se succédèrent au pouvoir, eh bien, on a perdu cette vision. On a perdu ce sens de la sécurité du territoire. On a perdu le sens, n'est-ce pas, de la mobilisation citoyenne, non seulement pour protéger le territoire, mais également pour défendre la population. J'ai parlé des chiffres au début de l'émission. En moyenne, c'est quoi 800, peut-être 1000 personnes qui sont déjà kidnappées depuis le début de l'année 2021. Il y a quelques émissions, je suis venu avec ces chiffres-là. On parlait de plusieurs centaines d'hommes et de femmes qui se font kidnapper seulement dans l'agglomération de Port-au-Prince. Quand on regarde ces chiffres-là, on a tendance à croire que c'est un problème à bout duquel on ne parviendra jamais. L'État semble être dépassé, nos forces policières sont insuffisantes, elles sont sous-équipées et pire, non seulement sont-elles corrompues, mais elles sont elles-mêmes prises en cible par des gangs armés. En moyenne, dit-on, c'est 40 policiers qui sont tués par année. Et pourtant, les amis, les solutions sont là. Vous dites, quelles sont ces solutions? On va regarder seulement le profil démographique haïtien. On va regarder le profil de la population haïtienne et vous verrez qu'avec un peu de vision dessalinienne, si on revivait la vision de Jean-Jacques Dessalines, on trouverait en quelque temps des options viables pour régler le problème de l'insécurité. Regardons donc à présent le profil de la démographie haïtienne. Nous sommes, dit-on, 11 millions d'Haïtiens qui vivent sur le territoire d'Haïti. On ne parle pas des 4 millions qui vivent en terre étrangère, mais concentrons-nous sur les 11 millions. La première chose encourageante dans la démographie haïtienne, c'est que l'âge médian des Haïtiens est de 23 ans. C'est une très bonne nouvelle, ça. Parce que les populations industrialisées sont des populations vieillissantes. Bientôt, l'État de ces pays industrialisés va se retrouver avec des problèmes actuariels énormes. Il faudra payer la pension de ces gens-là. Lorsque vous avez une population dont la grande partie est vieillissante, donc la grande partie n'est plus active sur le marché du travail, eh bien, on va se retrouver avec d'énormes problèmes parce que lorsque la tranche de la population active, celle qui est encore sur le marché du travail, est minoritaire comparée à la tranche qui n'est plus sur le marché du travail, eh bien, l'État se retrouve à la tête d'un casse-tête énorme. Il faut continuer à payer, n'est-ce pas, les pensions pour ces gens-là qui vivent de plus en plus longtemps. C'est pas pour rien qu'on avait fixé l'âge de la retraite à 65 ans parce que en ce moment-là, on disait l'espérance de vie des gens dans des pays industrialisés, dans des pays développés était de 75 ans. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie est de 85 ans. L'espérance de vie parfois atteint presque 90 ans. Et donc, l'État avait prévu de payer des pensions pour des gens pendant environ 10 ans, et voilà que le chiffre vient de doubler. Mais en Haïti, on n'a pas ce problème-là. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même, et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion.
parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. « 32% de la population haïtienne a moins de 15 ans. Donc, 32% de la population haïtienne se situe entre 0 à 14 ans. 63,53% de la population haïtienne se trouve entre 15 et 64 ans. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que moins de 5% de la population haïtienne a 65 ans et plus. En sorte que l'excellente nouvelle là-dedans, c'est que 54% de la population haïtienne est âgée de moins de 25 ans. 54% de la population haïtienne est âgée de moins de 25 ans. Et là, on se dit, comment avec une population aussi jeune, on peut encore avoir des problèmes d'insécurité? On va bientôt parler de solutions, mais commençons à regarder, n'est-ce pas, continuons à regarder les chiffres, dis-je. Maintenant, au niveau géographique, et je vais vous dire là, le problème d'insécurité auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, s'il n'est pas réglé dans les prochains mois, s'il n'est pas réglé dans les prochaines années, eh bien, ce que nous voyons aujourd'hui n'est au fait que la pointe de l'iceberg. Je m'explique. Nous sommes un pays avec une superficie de 27 750 km². Nous avons 360 km, n'est-ce pas, de frontières avec la République dominicaine. Essentiellement, cette frontière que nous partageons avec la République dominicaine, essentiellement, n'est gardée que par les Dominicains. Donc, nous ne nous assurons pas, n'est-ce pas, de sécuriser notre frontière avec la République dominicaine, qui, n'ayons pas peur de le dire, n'est pas une nation amie. C'est une nation inamicale à bien des égards, voire hostile, si l'on veut éviter, n'est-ce pas, les euphémismes. On a vu comment le président actuel, et pas seulement le président actuel, ceux qui l'ont précédé aussi, on a vu le type de traitement que les divers chefs d'État dominicains ont infligé et continuent d'infliger, n'est-ce pas, à nos compatriotes ressortissants haïtiens, en particulier les femmes enceintes pendant les dernières semaines. Et pire, les amis, nous avons 1771 km de côte. Nous sommes entourés d'eau, nous sommes entourés de mer et nous ne nous soucions plus de protéger nos côtes. Avons-nous des gardes-côtes? Combien sont-ils? À l'évidence, ils sont insuffisants. Est-ce qu'ils sont outillés? À l'évidence, ils sont sous-outillés. Et ce que ça veut dire, c'est pour cela que je dis, le problème auquel nous sommes en train d'assister, s'il n'est pas réglé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour être réaliste, n'est-ce pas, n'est que la pointe de l'iceberg. Avec 1771 km de côte qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas sécurisés, mais rapidement, les trafiquants de drogue internationaux peuvent facilement transformer Haïti en un narco-État.
Parce que nous n'avons pas de forces armées étatiques pour répondre, n'est-ce pas, à une évasion, n'est-ce pas, des trafiquants. Déjà, nous n'arrivons même pas à protéger, n'est-ce pas, notre frontière avec la République dominicaine. Donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes qui sont lourdement armés et qui défient l'État, qui défient les policiers, ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Nous devons prendre au sérieux la question de la sécurité. Je me réjouis de voir que dans les derniers jours, à notre suggestion d'ailleurs, eh bien, il s'est mis en place un groupe de travail sur la sécurité, le GTS. Nous avons reçu à notre atelier du mercredi un ancien chef de police d'Haïti et on a suggéré la mise sur pied d'un think tank, d'un groupe de réflexion sur la question de la sécurité. Et je suis heureux de voir que cette idée a été relayée et on est en train de l'inscrire dans la glaise du réel. Il y a effectivement un groupe de travail sur la sécurité au sein duquel, groupe qui vient de naître d'ailleurs, on retrouve d'anciens policiers, d'anciens militaires, des citoyens qui se préoccupent de la question de la sécurité et qui vont constituer non seulement un groupe de réflexion, mais selon leurs propres termes, n'est-ce pas, un groupe de pression sur l'État pour forcer l'État à assumer ses responsabilités. Et nous, suivant nos propres convictions, nous allons donc y aller aujourd'hui avec une proposition audacieuse pour Haïti, mais pas si audacieuse que cela, quand on saura que dans au moins 10 autres pays dans le monde, ce que je vais vous proposer est déjà mis à l'œuvre. Les amis, quand vous avez une population aussi jeune, je l'ai dit, 54% de la population haïtienne a moins de 25 ans, seulement 5% de la population haïtienne a 65 ans et plus, et avec un taux de chômage aussi élevé que 63% selon les chiffres, nous savons que le taux de chômage en Haïti est beaucoup plus élevé que cela, mais avec un taux de chômage aussi élevé, n'est-ce pas, dans la tranche d'âge des jeunes, eh bien, des jeunes qui sont désœuvrés, qui déjà ne sont pas scolarisés parce que l'État ne se préoccupe pas vraiment de l'éducation, l'État ne se préoccupe pas de la scolarisation de sa population. Vous avez une population extrêmement jeune, 54% dis-je, 54% dis-je, de la population haïtienne est âgée de moins que 25 ans. Vous avez un taux de chômage extrêmement élevé qui dépasse les 60%. Ah! Quand vous avez des jeunes désœuvrés, non éduqués ou sous-éduqués, eh bien, on les livre tout simplement en pâture à des criminels qui vont rapidement les recruter dans le trafic de la drogue, qui vont rapidement les recruter dans la grande criminalité, en sorte que nous devons agir vite. Nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre. Qu'est-ce que je propose aujourd'hui comme solution structurelle? Qu'est-ce que je propose aujourd'hui comme option structurelle pour en venir à bout définitivement à la question de l'insécurité? Nous l'avons vu, que ce soit lors de mes entretiens avec d'anciens chefs de police, que ce soit lors de mes entretiens avec d'anciens commandants des unités spéciales au sein de la défunte armée d'Haïti, eh bien, nous avons un problème de nombre. Nos forces policières sont insuffisantes. Nous avons aussi un problème politique. Il n'y a pas une volonté politique de résoudre le problème. Mais nous avons surtout un problème de vision. Et de la vision, n'est-ce pas, partent les autres problèmes, que ce soit le nombre insuffisant des forces policières, que ce soit l'inexistence, n'est-ce pas, d'une armée véritable.
Et donc, l'incapacité pour nos forces armées de sécuriser nos frontières, tout part de ce problème de vision. Commençons par faire émerger une vision, une doctrine de la sécurité publique. Je vous ai lu au début de l'émission cet article de la première constitution d'Haïti, la constitution de 1805, qui dit « Au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent, la nation est debout ». Ce qui suppose que chaque citoyen d'Haïti était censé avoir une certaine connaissance dans le maniement des armes. Donc, déjà dans cette constitution, on retrouve, si vous voulez, l'idée d'une population qui est militarisée, d'une population qui est initiée au maniement des armes. Eh bien, allons-y justement. Dans mon livre « Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée », j'ai relevé que dans au moins 10 pays dans le monde, le service militaire est obligatoire. Je ne vais pas vous les nommer tous, je vous cite Cuba par exemple, mais je vous cite l'État d'Israël, qui est un État respectable, qui compte parmi les pays détenant, n'est-ce pas, des armées les plus modernes, détenant des armées les plus disciplinées. Eh bien, quand vous avez une population dont 54%, n'est-ce pas, de ses composantes et de ses composants sont âgés de moins de 25 ans, vous avez là un réservoir extraordinaire pour recruter des gens qui plus tard vont former des armées professionnelles. On pourrait facilement imposer le service militaire aux 18-25 ans. On pourrait facilement imposer le service militaire aux 18-30 ans. Beaucoup de pays, n'est-ce pas, comme la France, comme les États-Unis, viennent à peine de divorcer d'avec cela. Il y a un temps dans leur histoire où le service militaire était obligatoire parce que les questions d'insécurité, les questions, n'est-ce pas, de guerre étaient, n'est-ce pas, omniprésentes et il fallait avoir une structure grâce à laquelle ces États-là aient pu répondre à ces exigences-là. Nous nous retrouvons là, peuple haïtien. Nous partageons l'île avec une nation qui ne nous est pas amicale. Nous partageons l'île avec la République dominicaine. Ceux qui dirigent, n'est-ce pas, la République dominicaine, 9 fois sur 10, ce sont des gens qui sont ethnocentriques. Ils ont une vision, si vous voulez, ethnocentrée de l'humain. Ils sont racistes, n'ayons pas peur des mots. Ils sont méprisants vis-à-vis de nos ressortissants. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'y ait un conflit entre la République dominicaine et nous. Nous l'avons vu en 1937, lorsque l'armée dominicaine a littéralement massacré, lorsque l'armée dominicaine, n'est-ce pas, a littéralement assassiné des milliers de nos ressortissants. Qu'avons-nous fait, nous, comme nation haïtienne? Rien. Et ce que nous avons obtenu comme indemnisation était à ce point ridicule que dans la presse dominicaine, on disait que un Haïtien vaut moins qu'un cochon puisque on paye beaucoup plus cher pour indemniser un propriétaire de cochon qu'un ressortissant haïtien. Le problème, c'est que nous ne sommes pas une nation apprenante. Le problème, c'est que nos dirigeants ne tirent pas des leçons de l'histoire. Ils ne s'intéressent pas à l'histoire. Tout ce qu'ils font, c'est de l'improvisation. Tout ce qu'ils font, c'est de l'amateurisme. Alors que nous avons là, dis-je, un réservoir de ressources. Nous avons là un réservoir de force. Nous avons un réservoir d'énergie. Il ne tient qu'à nous, les dirigeants, pour organiser ce réservoir, imposer le service militaire aux 18-25 ans pour garnir éventuellement nos forces policières, notre gendarmerie et nos armées. Reconnaissons, les amis, que ça a été une erreur de démobiliser l'armée.
Ça a été une erreur, oui, a posteriori, il faut le reconnaître. Nous devons, n'est-ce pas, avoir l'intégrité intellectuelle de le reconnaître, même si l'armée était une armée oppressive, même si l'armée était une armée qui intervenait, n'est-ce pas, dans des affaires civiles, contrairement aux vœux de la Constitution, démobiliser l'armée, renvoyer, n'est-ce pas, les militaires, ça a été une erreur. Il n'est pas beaucoup de nations qui ait pu progresser sans une force armée. Et généralement, les États vont, n'est-ce pas, disposer de plusieurs forces armées. On va parler, n'est-ce pas, de policiers, on va parler de gendarmes, on va parler de militaires, c'est-à-dire de professionnels d'armes. Et là encore, on va parler d'unités terrestres, on va parler, n'est-ce pas, d'armées de l'air, on va parler d'armées de mer, mais avec ces 1000 et quelque chose de kilomètres de côte que nous avons, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas avoir une armée professionnelle. La bonne question, c'est où trouver les membres de cette armée? On vient de répondre à la question. Nous devons imposer le service militaire aux 18-25 ans. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Déjà, nous faisons le constat de l'absence du civisme dans nos collectivités. Au moins moi, quand j'allais à l'école primaire, il y avait ce cours de civisme et morale. Et dans ce cours-là, on nous enseignait le respect pour le drapeau. Dans ce cours-là, on nous enseignait le respect pour les monuments. On nous enseignait le respect pour la mémoire des ancêtres, etc. Je veux bien. C'était plus de la théorie que de la pratique parce que, oui, en classe, on nous enseignait ces notions-là, mais quand on levait la tête et qu'on regardait, n'est-ce pas, les dirigeants, mais on voyait bien que cela n'était pas plus patriote que cela, puisqu'il n'y a pas toujours eu, que dis-je, il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, si vous voulez, dans ce pays-là, le sens du bien commun. Mais imaginez, avec une bonne doctrine de la sécurité publique, comment, quand on impose ce service militaire, on peut en profiter pour enseigner véritablement le patriotisme à ces jeunes. On peut en profiter pour enseigner véritablement le sens du service commun à ces jeunes. On peut en profiter pour enseigner véritablement, n'est-ce pas, le civisme à nos jeunes, ceux qui, plus tard, n'est-ce pas, vont diriger le pays, car s'il est vrai que le service militaire sera obligatoire pour les 18-25 ans, on comprend bien que tous ne vont pas nécessairement faire une carrière dans l'armée. Ce qu'on espère, c'est que au bout de ce service militaire obligatoire, des vocations pour devenir, n'est-ce pas, des gendarmes professionnels, des vocations pour devenir des policiers professionnels, des vocations pour devenir des militaires de carrière vont naître. Et on peut en profiter pour, si vous voulez, imposer 2 visions à nos forces armées. Dans certains pays, l'armée n'a pas qu'une vocation. On peut concevoir une double vocation à nos forces armées. Oui, la vocation de la sécurité ou de la protection, mais on peut aussi, n'est-ce pas, imprimer à l'armée une vocation communautaire. Dans certains pays, les militaires ne sont pas là seulement pour
sécuriser nos frontières. Les militaires ne sont pas là seulement pour protéger, n'est-ce pas, nos populations. Dans certains pays, les militaires sont là aussi avec une vocation communautaire, une vocation de développement. Notre pays est régulièrement soumis à des ouragans. Notre pays est régulièrement soumis à des tempêtes. Notre pays est régulièrement soumis, n'est-ce pas, à des catastrophes naturelles. Imaginons si nous avions, n'est-ce pas, une armée à double vocation, à vocation de protection, mais à vocation communautaire, plutôt qu'à chaque fois de nous tourner, n'est-ce pas, vers les nations étrangères pour leur demander de nous venir en aide parce que nous ne disposons pas de la machinerie lourde, n'est-ce pas, pour enlever, si vous voulez, les dégâts que causent les catastrophes. Eh bien, une force armée pourrait développer cette deuxième vocation, qu'est la vocation communautaire. Il suffit d'un peu de vision. Car qui est-ce qui décide du cursus d'une école dans un pays? Mais l'État. Qui est-ce qui décide du type de citoyen qu'on veut avoir dans un pays? C'est l'État. Mais si l'État non seulement ne s'occupe pas de l'éducation des jeunes, en plus les jeunes sont livrés, n'est-ce pas, à eux-mêmes. Déjà en 90, on comptait plus de 50 000 de jeunes qui étaient livrés à eux-mêmes seulement dans l'agglomération de Port-au-Prince. Nous étions seulement en 90. Imaginez, n'est-ce pas, comment ce nombre a dû se multiplier depuis les années 90 à nos jours. Parce que, même si sur papier, on dit que l'école est gratuite, mais l'État n'est même pas foutu de fournir, n'est-ce pas, du matériel pédagogique aux enseignants. L'État n'est même pas foutu de payer véritablement, n'est-ce pas, ses enseignants. Alors, imaginez l'instruction gratuite du primaire au secondaire, eh bien, c'est tout simplement du bluff. Mais là, la question de la sécurité, elle est prioritaire. Parce que si nous ne nous occupons pas maintenant de la question de la sécurité, il ne se passera pas beaucoup de temps avant qu'Haïti devienne un narco-État. Vous allez avoir des trafiquants de drogue internationaux qui vont s'installer, n'est-ce pas, sur nos côtes, qui vont s'installer sur nos territoires parce que nos côtes ne sont pas protégées, parce que nos frontières ne sont pas protégées, parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, de forces armées véritables, parce que la police n'est pas suffisante. Et plutôt que de se laisser envahir par ce sentiment, n'est-ce pas, d'impuissance, il faut prendre le problème à bras-le-corps, saisir le taureau par les cornes et dire, écoutez, nous avons un réservoir de jeunes qui n'attendent ces jeunes-là que de mettre leur énergie, que de mettre leur virilité, que de mettre leur force au service d'une cause qui soit plus grande qu'eux. Alors, imposons le service militaire. Le service militaire, vous savez, a des objectifs souvent parallèles, comme l'enseignement de la fierté. Le service militaire, n'est-ce pas, sera l'occasion pour faire connaître le pays aux jeunes. Vous savez, souvent, eh bien, si on est dans le Nord, on n'a jamais laissé les frontières du département du Nord. Quand on est dans le Sud, on connaît à peine le Sud. Mais si on a un réseau, n'est-ce pas, de services militaires, un réseau national de services militaires, eh bien, on pourra inclure dans le cursus du service militaire des stages pour ces jeunes-là à travers tout le pays. Mais entre-temps, ils vont à l'école, comme cela s'est fait dans d'autres pays. Entre-temps, ils continuent de travailler. Au contraire, le service militaire va être une source de création d'emplois, car il y aura des gens pour enseigner à ces gens-là. Il faudra, n'est-ce pas, recruter des instructeurs, que ce soit pour les techniques militaires, que ce soit pour les techniques policières, que ce soit pour le maniement des armes. On va recruter, n'est-ce pas, des civils qui vont venir enseigner, ma foi, le civisme, le patriotisme, l'histoire de notre pays, l'histoire de nos monuments. Donc vous notez que c'est seulement un problème de vision. Ce n'est pas vrai que nos problèmes sont insolubles. Ce n'est pas vrai que les problèmes d'Haïti sont si énormes qu'on ne pourra jamais en venir à bout. Je parlais au cours des derniers jours à un ancien ministre en Haïti qui m'a dit, vous savez Jean, il ne suffit que de 50 personnes qui ont une vision patriotique,
de 50 personnes qui font montre d'audace, de 50 personnes qui font montre de courage, qui sont intègres, qui sont patriotes, pour qu'Haïti devienne ce qu'il est appelé à être, c'est-à-dire un phare pour les nations. Oh là là, on a vu le 18 novembre dernier, à l'occasion de la commémoration de la bataille de Vertières, un haut gradé de notre embryon d'armée fondre en larmes, littéralement. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un haut gradé de l'armée fondre en larmes. Et il a lancé ce cri de SOS. Il a dit aux politiques, donnez-nous les moyens pour qu'on puisse accomplir notre mission. Mais quel cri lancinant! Faites preuve d'audace politique et mettez sur pied une véritable armée et laissez à l'armée le champ libre pour sécuriser, pour protéger les frontières et accomplir selon cette notion de double vocation sa vision de développement ou sa vision de service communautaire. Je vous entends, dis-je. Je sais que les États-Unis s'opposent à l'érection d'une armée en Haïti. Mais les États-Unis devront s'occuper de leurs propres fesses. Ils devront s'occuper de leurs propres problèmes. Depuis quand un pays à vocation indépendante devrait-il négocier avec une autre nation indépendante son droit souverain d'avoir une armée? Bien, vous savez, il y a ce qu'on appelle une collaboration sud-sud. Pour ce réseau de services militaires, eh bien, nous irons conclure des ententes, n'est-ce pas, bilatérales avec des États de bonne volonté, des États qui sont de la même taille que nous et qui font face au même type de problèmes que nous pour mettre sur pied, n'est-ce pas, cette vision. Imaginez, quand vous avez 54% de ta population qui a moins de 25 ans, le service militaire enseigne la fierté. Le service militaire enseignera la connaissance des lieux. Le service militaire enseignera, n'est-ce pas, les monuments historiques. Je visionne déjà ces promotions, ces graduations, au terme desquelles des jeunes bien habillés, droits dans leurs bottes, n'est-ce pas, prêtent serment d'allégeance et de fidélité à la Constitution, saluent le drapeau, etc. Vous comprendrez que le service militaire offrira plus que l'enseignement du maniement des armes aux jeunes. Ça va leur enseigner le véritable amour de la patrie, la fierté, la verticalité, ce que nous avons perdu au fil des dernières années, les amis. Vous comprendrez pourquoi je vous dis, on ne peut pas retourner en élection en 2 ans sans aborder ces chantiers fondamentaux. La question de la sécurité est inhérente à l'existence d'une nation. La question de la protection de ces territoires est inhérente à la notion de État-nation. On n'a véritablement pas d'État-nation parce que notre territoire n'est pas protégé. L'État ne se soucie pas d'une doctrine véritable de la sécurité publique. Faites circuler l'émission d'aujourd'hui, les amis. Faites-la parvenir à ceux qui sont soi-disant au pouvoir en Haïti. Ce sont pour la plupart des comédiens. Vous savez, selon le titre du livre du romancier, là, La République des comédiens. Au fait, c'est une république de comédiens. C'est une république de gens qui parviennent au pouvoir sans vision, qui parviennent au pouvoir, n'est-ce pas, avec des slogans, mais qui ne sont pas pétris d'administration publique. Les amis, vous savez, la question de la sécurité est une question scientifique. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas d'État sans administration publique. Il n'y a pas d'État sans science.
Lorsque vous avez des gens qui parviennent au pouvoir, n'est-ce pas, sans rien comprendre de la machine de l'État, sans rien comprendre, n'est-ce pas, de l'administration publique, eh bien ça donne ce qu'on voit là. Des gens qui se succèdent au pouvoir sans vision et qui ont pour bilan de s'enrichir pendant les 6 mois, les 10 mois, les 12 mois au cours desquels ils ont exercé, n'est-ce pas, un ministère ou bien qu'ils ont occupé une direction générale. Et pourtant ce pays a des gens compétents. Ce pays a des hommes et des femmes qui sont intègres. Ce pays a des hommes et des femmes qui sont de véritables technocrates. Ils se laissent intimider par les politicards. Ils se laissent intimider par les corrompus. Ils se laissent intimider par les corrupteurs. Il y a quelques semaines, j'ai lancé ce cri pour un ralliement des gens de bien dans ce pays. J'ai lancé ce cri pour une alliance des gens de bien. Eh bien, vous qui vous y connaissez, n'est-ce pas, en matière de sécurité, parlez haut et fort. Et pointons ensemble du doigt le fait que si nous ne résolvons pas le problème d'insécurité dans ce pays, si nous ne nous dotons pas d'une véritable armée, d'une véritable gendarmerie, d'une force de police, n'est-ce pas, véritablement suffisante et équipée, ce n'est qu'une question de temps avant que nos côtes ne soient envahies par des narcotrafiquants. Et ce n'est qu'une question de temps, hélas, avant qu'Haïti ne soit transformé en un narco-État. Vous notez que c'est une question de vision. Tout est une question de vision. J'ai dit dans mon livre, n'est-ce pas, à la page 135, il nous faut seulement des dirigeants politiques qui font montre de la hauteur, qui font montre d'une vision claire et audacieuse de l'Haïti de demain. Mes chers amis, j'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'idée que j'essaie de transmettre sur la chaîne d'aujourd'hui se rende le plus loin possible, que cela fasse partie des éléments de réflexion. Vous notez, selon l'expression d'Einstein, que si tous les problèmes sont dans la nature, toutes les solutions aussi sont dans la nature. Je ne suis pas du genre à me laisser écraser par un problème. En fait, il n'y a rien là en Haïti qu'on ne puisse résoudre. Il n'y a aucun problème en Haïti à bout duquel on ne puisse parvenir. Il suffit de la vision, il suffit de l'audace, il suffit d'un peu de hauteur, il suffit de courage. Malheureusement, lorsque je regarde ceux qui sont au pouvoir, ce sont des improvisateurs, ce sont des amateurs, ce sont des gens qui n'ont aucune notion des sciences de l'administration publique. Ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont aucune notion des sciences politiques. Alors, ils vont improviser les choses, ils vont y aller avec des slogans et au terme de leur ministère, tout ce qu'ils auront comme bilan, c'est le nombre de billets ou de centaines de millions de dollars qu'ils vont avoir accumulés sur leur compte personnel. Et la population restera toujours livrée à elle-même. Changeons cela, les amis. C'est pour ça qu'il nous faut changer le système. C'est pour ça qu'il nous faut un nouveau type de dirigeant. C'est pour cela que, conformément, n'est-ce pas, à mon plaidoyer, il faut arrêter tout et observer une pause patriotique de 5 ans. Pause au cours de laquelle on va jeter les bases de la nouvelle Haïti. Pause au cours de laquelle nous allons nous occuper des 14 chantiers fondamentaux de ce pays. Si vous voulez pousser un peu plus loin la question de la doctrine de la sécurité publique, je vous encourage à vous procurer mon livre, n'est-ce pas, sur mon site www.jeanfils-aimé.com, Haïti, miroir d'une société en décomposition, et si on recommençait, et vous comprendrez que ce qui nous est arrivé là comme nation, c'est rien de, comment je pourrais dire ça, c'est rien qu'on ne puisse régler.
Regardez les nations aujourd'hui que l'on considère comme des pays avancés. Eh bien, eux aussi, ils ont eu des hauts et des bas. Ils ont dû, n'est-ce pas, connaître des détours jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle classe de dirigeants, patriotes, intègres, compétentes, et qui disent, écoutez, désormais, on s'en va dans telle direction. C'est le cas de la France. La France n'a pas suivi une voie rectiligne, n'est-ce pas? Après la Révolution, n'est-ce pas, qui était censée implanter la République. Mais les Français sont revenus à la monarchie. Ils ont eu une première, une deuxième, une troisième, et aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, à la 5e République. Ne nous laissons pas envahir par le découragement. Le chemin qu'ont suivi les États-Unis n'a pas été non plus un chemin rectiligne. Regardons les pays aujourd'hui que l'on considère comme des pays avancés. Ils ont eu des hauts et des bas. Sauf qu'à un moment donné, des dirigeants d'un autre type. On dit c'est notre tour maintenant. Il faut faire les choses autrement. Il faut tirer des leçons du passé. C'est pas normal que nous n'ayons pas une armée. Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas une force de police bien entraînée et numériquement suffisante. Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas une gendarmerie. Ce n'est pas normal que nos côtes ne soient pas protégées. Où recruter cela dans notre jeunesse? 54% de nos jeunes ont moins de 25 ans. Allons les recruter. Mettons sur pied un réseau de service militaire national. Établissons des ententes bilatérales avec des pays du Sud, que nous puissions, n'est-ce pas, les entraîner comme il faut. Et vous allez voir, en quelques années, nous pourrons lever une armée de plus de 100 000 hommes, car du service militaire naîtront des vocations de policiers à temps plein, naîtront des vocations de gendarmes à temps plein, naîtront, n'est-ce pas, des vocations de carrière militaire. Et je vois déjà ces jeunes bien habillés, verticaux, droits, patriotes, qui vont sortir, n'est-ce pas, de ces diverses promotions et qui vont venir incarner la vision des saliniennes du pays, la vision christophienne du pays. J'espère vous avoir inspiré de la fierté ce matin. J'espère vous avoir inspiré du patriotisme. J'espère surtout vous avoir inspiré de l'optimisme. Si nous sommes confrontés à ce problème d'insécurité, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les moyens, c'est parce que nous n'avons pas les bons politiciens, c'est parce que nous n'avons pas les visionnaires, c'est parce que nous n'avons pas des gens qui ont de la hauteur, qui sont courageux et qui sont audacieux pour venir à bout de ce problème. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Entre-temps, faites circuler cette émission, faites-la parvenir à nos comédiens qui sont à la tête de ce pays et surtout, travaillons pour l'émergence d'un nouveau type de dirigeants et de politiciens dans ce pays et travaillons pour cette pause patriotique de 5 ans au cours de laquelle nous allons travailler sur les 14 chantiers fondamentaux de notre nouvelle Haïti. Merci, bonne semaine. Gardons le moral car tant que va le moral, tout va. Au revoir.